Bonjour à tous et bienvenue dans la section 8.4 sur l'hydrosphère et le cycle de l'eau. Vous aurez besoin d'un surligneur jaune ainsi qu'un surligneur vert et de prendre votre cahier à la page 278. Donc le mot hydrosphère signifie littéralement sphère d'eau. Donc c'est toute l'eau qu'on retrouve sur Terre. Généralement, quand on pense à de l'eau, on pense à de l'eau liquide parce que la majorité de l'eau qu'on retrouve, c'est dans nos océans sous la forme liquide. Dans les mers, on retrouve aussi de l'eau liquide dans les lacs, dans les rivières, dans les fleuves et ainsi de suite. Mais l'eau, elle prend plusieurs formes. On a vu que l'eau pouvait être gazeuse. Il y a de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, dans l'air, aussi autour de nous. En fait, c'est ce qui fait l'humidité. Donc, la quantité d'eau dans l'air va influencer l'humidité et ça va venir influencer la façon dont on ressent la température. Il y a aussi de l'eau dans l'atmosphère, c'est ce qu'on appelle des nuages. Et on a aussi de l'eau solide sous la forme de glace. Donc, ça peut être les calottes glaciaires du pôle Nord ou du pôle Sud. Ça peut être les banquises, les glaciers. Ça peut aussi être sous une forme solide, mais sous forme de neige, ce qu'on retrouve dans le haut des grandes montagnes, ce qu'on appelle de la neige éternelle. Alors, on va venir surligner ici la définition de l'hydrosphère, juste ici. Alors, l'ensemble de l'eau sur Terre, que ce soit l'état solide, liquide. Alors, dans l'état liquide aussi, on va venir parler des êtres vivants, parce qu'on est composé, nous aussi, en grande quantité d'eau. Donc, 70% généralement de nous est composé d'eau. C'est comme ça pour tous les êtres vivants, pour les plantes aussi. Et on participe au cycle de l'eau parce qu'on évacue cette eau-là, par exemple, par la transpiration. Je vais en reparler un peu plus tard dans le cycle de l'eau. Et on a aussi l'état gazeux. Et j'aimerais vous montrer une petite animation ici que je trouve intéressante. On sait que la Terre, elle est grandement recouverte d'eau. En fait, 70 à 75% de sa surface, elle est recouverte d'eau. Mais qu'est-ce qui se passe si je retire toute l'eau sur la Terre et que je l'assemble dans une boule? Donc, tout d'abord, ça va me permettre d'observer, en fait, la lithosphère, comme on peut le voir ici. Donc, je vais être capable d'observer la lithosphère, la croûte continentale et océanique, mais ça va me permettre de réaliser à quel point le volume d'eau sur Terre est relativement petit comparativement au volume de la Terre. En fait, on se rend compte que la Terre, c'est vraiment une grosse boule de roche et elle est recouverte d'eau. Mais que le volume d'eau présent sur Terre est quand même assez petit quand on compare avec les dimensions de la Terre. Nous, on va venir s'intéresser dans les prochaines minutes sur qu'est-ce qui compose cette eau-là. Donc, cette grosse boule-là, une fois que j'ai tout ramassé l'eau, bien, c'est quoi qui la compose? Alors, on va venir reprendre nos notes de cours et on va venir voir le diagramme juste ici. Pardonnez-moi. Donc, on va venir voir le diagramme juste ici. Alors, on voit ici que 97,5% de toute cette boule-là, c'est de l'eau salée. C'est de l'eau qui vient principalement des océans, des mers, et c'est une eau qui n'est pas potable. Donc, la grande majorité de l'eau, c'est de l'eau salée. Et il y a seulement 2,5% d'eau douce. Donc, dans la boule qui était déjà petite, seulement une petite partie, c'est de l'eau douce. Et là, ça me fait réaliser à quel point de l'eau douce, ben, c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose de précieux pour nous. Ici, j'ai surligné les pourcentages. C'est pas parce que tu dois apprendre les pourcentages, c'est parce que tu dois apprendre les proportions. Okay? Donc, c'est vraiment les proportions que tu as à apprendre. C'est-à-dire, si je te demande c'est quoi la plus grande proportion d'eau sur Terre, ben, c'est de l'eau salée. La plus petite, c'est de l'eau douce. Donc, je rappelle, c'est pas les pourcentages à apprendre, mais les proportions. Maintenant, si je vais faire un zoom sur l'eau douce, donc je prends le 2,5% d'eau douce, puis je veux dire, ben, elle est où cette eau douce-là sur la Terre? Et ça va me donner le graphique ici. Donc, ce qu'on remarque, c'est que 69,6% de mon eau douce, elle est sous forme de glace. Elle est gelée. Elle n'est pas accessible. Elle est dans les calottes polaires, elle est dans les glaciers, elle est dans les banquises. Elle n'est pas vraiment accessible pour nous. En plus, cette eau qui est gelée, oui, c'est une réserve d'eau douce, mais c'est une réserve d'eau douce qui se perd. Parce que cette eau douce-là, en fait, sous forme de glacier, elle fond. Et la majorité des glaciers, des banquises et tout ça se retrouvent dans la mer ou dans l'océan, donc qui sont au nord et au pôle nord et au pôle sud. Et quand ça fond, parce qu'on s'entend que les glaciers avec le réchauffement climatique fondent de plus en plus, bien cette eau douce-là se mêle avec l'eau de la mer et ça fait en sorte qu'on perd cette eau douce. Tout simplement, elle devient de l'eau salée. Donc, c'est une réserve qu'on est en train de perdre. Et pour les peu de glaciers qui sont sur Terre, ben oui, ça nous donne de l'eau douce, mais la journée que le glacier a complètement fondu, ben cette source d'eau douce-là n'existe plus. Alors, ça fait en sorte que 69,6% de l'eau, la grande majorité de l'eau douce, n'est pas accessible pour nous. En fait, tout ce qui reste pour nous, c'est 30% d'eau qui est souterraine et un 0,4% qui est de l'eau de surface. Donc, il nous reste, dans le fond, environ 30% du
2,5 % d'eau douce sur Terre qui est accessible pour nous. Puis encore là, je dis accessible, l'eau souterraine, elle n'est pas toujours accessible dépendamment de où est-ce qu'elle se trouve. En fait, l'eau souterraine, c'est quoi? C'est quand que l'eau tombe sur la Terre, infiltre le sol, elle va se retrouver dans des poches qu'on appelle des nappes phréatiques. Puis, on va pouvoir aller pomper l'eau grâce à des puits pour pouvoir consommer cette eau-là. Donc, c'est une façon d'avoir de l'eau douce. Et l'autre façon de boire de l'eau douce, ben, c'est avec des eaux de surface. Donc, on parle de lacs, de rivières, de fleuves, comme nous qu'on a au Québec, on en a beaucoup, mais c'est 0,4 % de toute l'eau douce sur Terre. C'est vraiment une partie infime. Puis des fois, on ne le réalise pas au Québec parce qu'on a énormément d'eau, on a énormément de lacs, de rivières et de tout ça. Mais c'est vraiment quelque chose de rare. En fait, on est très privilégié où est-ce qu'on est avec nous, avec la quantité d'eau douce qu'on a, mais c'est pas quelque chose qui est commun pour le reste de la planète. Dans ce 0,4 %-là, on parle aussi de la vapeur d'eau qu'on retrouve dans l'air, dans l'atmosphère. Et quand on voit ces pourcentages-là, quand on réalise que les lacs, les rivières, puis que toute l'eau de surface, c'est seulement 0,4 % de l'eau douce, qui est 2,5 % de toute l'eau sur Terre, on se rend compte que c'est très rare. Et ça va m'amener à vous faire écrire une expression ici. On appelle l'eau douce de l'or bleu. C'est peut-être une expression que vous avez déjà entendue. Alors, pourquoi on appelle ça de l'or bleu? Mais c'est parce que c'est rare. De l'eau douce, c'est très rare, puis que ça va prendre énormément de valeur éventuellement parce que l'eau douce se fait de plus en plus rare. C'est très difficile de boire de l'eau salée. Ça coûte extrêmement cher. Il existe des machines qui le font, mais c'est tellement cher pour le produire que les gens essaient de plus garder leur eau douce. Et ça nous fait réaliser qu'il faut faire attention à notre eau douce qu'on a ici, puis qu'il ne faut pas la gaspiller à outrance sans penser que c'est pas important. On peut voir ici que l'eau douce disponible pour la consommation, c'est-à-dire celle que je peux boire, celle qui est facilement accessible pour moi, c'est 0,015 % de l'eau sur Terre. C'est même pas 1 % de l'eau sur Terre qui est disponible pour notre consommation, fait que c'est vraiment quelque chose à laquelle on doit faire attention. Je t'invite à surligner ici les carottes de glace et à te faire une petite étoile ou peut-être un petit symbole juste pour te dire de le lire. En fait, les glaciers nous servent aussi à mieux comprendre les anciennes conditions météorologiques qu'il y avait sur Terre. Donc, il y a 100 ans, 200 ans, 1000 ans. Comment on peut savoir c'était quoi la température sur Terre il y a si longtemps? Bien, c'est les glaciers. En fait, on est capable d'avoir des informations là-dessus. Donc, je t'invite à lire ça. Tu peux faire pause sur la vidéo puis aller lire ça un peu. C'est quelque chose qu'on pourra réaborder en classe. Prenons la page suivante. Vous avez vu depuis le début du chapitre que les 4 sphères, que ce soit la lithosphère, la biosphère, l'atmosphère et l'hydrosphère, ça interagit ensemble. Et on va venir parler plus précisément de l'interaction qu'il y a entre l'hydrosphère et l'atmosphère. Parce que c'est une interaction qui est quand même très présente, ok? Puis c'est ce qui fait partie aussi du cycle de l'eau qu'on va voir à la page suivante. Alors, si on prend l'eau qui est dans nos océans, bien, l'eau qui est dans nos océans se fait réchauffer par le soleil. Donc, le soleil joue quand même un rôle très important dans l'hydrosphère puis dans le mouvement de l'eau sur la Terre. Cette eau-là va s'évaporer. Donc, c'est de l'eau qui va s'évaporer naturellement. Elle n'a pas besoin de bouillir. C'est une évaporation naturelle. Donc, elle se réchauffe. Elle devient, dans le fond, elle se dilate. Sa masse volumique diminue. Donc, elle peut s'élever dans les airs. Et pendant qu'elle s'évapore dans l'atmosphère, bien, elle va se refroidir. On a vu que plus on monte en hauteur dans la troposphère, donc dans la partie de l'atmosphère où nous on vit, bien, la température elle diminue. Donc quand la vapeur d'eau monte, elle refroidit. Qu'est-ce que ça fait quand on refroidit du gaz? Bien, le gaz va se condenser, ça va faire une condensation liquide et c'est ce qui va former les nuages. Donc les nuages, c'est un mélange d'eau et de vapeur d'eau. Une fois que cette eau-là va être emmagasinée dans les nuages, bien, à un certain moment, elle va retomber, soit sous forme de pluie, donc d'eau liquide, ou autres précipitations. Donc, les autres précipitations, on parle de neige, on parle de verglas aussi. Et en fait, ça va avoir un rôle très important sur la température. C'est quelque chose que vous allez voir un peu plus tard, mais l'eau, elle est capable d'absorber beaucoup d'énergie. Elle est capable de transporter de la chaleur aussi. Et quand il pleut ou quand on a des précipitations, bien, ça vient réguler le climat. C'est vraiment un rôle important que l'eau a sur Terre. Et en plus de ça, ça permet de transporter l'eau à différents endroits. La pluie permet d'apporter de l'eau à des endroits qui n'ont peut-être pas des sources abondantes d'eau. Et ça va venir créer un équilibre pour la vie. En fait, ce qui vient vraiment être important sur nous pour notre Terre, c'est l'eau liquide. L'eau liquide, c'est pourquoi on a de la vie sur Terre. Okay? C'est ce qui nous rend très différents des autres planètes. Donc, ça peut venir réchauffer ou refroidir l'atmosphère. Ça peut venir créer un équilibre qui est idéal au maintien de la vie.
Je descends ici, donc je vous invite à lire ces deux petites choses-là. Je ne vais pas en parler, c'est quelque chose à aller voir un peu plus tard, mais encore là, l'eau joue vraiment un rôle de régulateur thermique. Elle a même elle joue même un rôle crucial dans les conditions environnementales. En fait, les grands vents, les tornades, les ouragans sont généralement dus à des déplacements de masses d'air froid et d'air chaud. Et ces masses d'air froid et d'air chaud sont composées de vapeurs d'eau plus ou moins chaude, plus ou moins froide, puis c'est ça qui vient créer différents phénomènes météorologiques. C'est quand même très intéressant, vous pouvez lire ça, puis c'est quelque chose à apprendre un peu plus tard en sciences. Une autre petite chose que j'aimerais qu'on vienne regarder juste ici, c'est le texte ici, que je t'invite à lire, donc de là, comme ça. En fait, l'eau, l'eau, on l'a dit, elle est dans l'atmosphère, mais l'eau, OK, c'est aussi en fait un gaz à effet de serre. Donc, je pense que vous connaissez tous l'effet de serre, là, on en parle beaucoup avec le réchauffement climatique. Et on a tendance à dire que le réchauffement climatique, c'est dû à cause de l'effet de serre. Et c'est en grande partie vrai. Je veux dire, c'est dû à une augmentation de l'effet de serre. C'est ça qui crée notre réchauffement climatique. Mais l'effet de serre, c'est un effet naturel. Il y a toujours eu un effet de serre sur Terre et c'est important en fait qu'il y en ait un petit, parce que ça nous permet de réguler notre température. En fait, la vapeur d'eau, c'est un des grands gaz à effet de serre parce que quand les rayons de soleil rentrent sur Terre, ils sont bloqués à cause de la vapeur d'eau, ils ne peuvent pas ressortir, ce qui nous permet de conserver une température constante. Si on prend la Lune, par exemple, la Lune n'a pas pas vraiment d'atmosphère et encore moins d'effet de serre. Et ça fait en sorte qu'il y a un écart de 350 degrés entre le jour et la nuit, ce qui est vraiment difficile pour l'établissement de la vie. Okay? Alors, ça, c'est pour ça, je t'invite à le lire. Maintenant, on va venir passer au cycle de l'eau. Alors, le cycle de l'eau, on va venir descendre un petit peu ici, puis on va venir surligner la définition. Donc, le cycle de l'eau, c'est la représentation du phénomène du mouvement et du renouvellement de l'eau sur Terre. C'est que l'eau, en fait, circule constamment entre la lithosphère, l'atmosphère, la biosphère et l'hydrosphère, et c'est ce qu'on va voir ici. Donc, le cycle de l'eau, c'est un cycle. Donc, c'est quelque chose qui continue tout le temps. En fait, il y a une phrase célèbre en sciences qui est « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Et c'est tout à fait vrai parce qu'au final, l'eau qui se retrouve dans les océans, qui s'évapore, va revenir à l'océan à un certain moment donné. D'une certaine façon, l'eau qu'on boit aujourd'hui, c'est de l'eau qui était là dans le temps des dinosaures. Parce que l'eau ne se perd pas. Elle fait juste se transformer et elle change d'état de matière et elle revient généralement à son point de départ après un certain temps. Donc, on va venir souligner en vert les différentes étapes. Donc, quand on est dans l'océan, l'eau s'évapore. Donc, grâce au soleil, l'eau s'évapore. L'eau liquide se transforme en vapeur. Et la vapeur va monter, va venir se refroidir et elle va venir se condenser. C'est à ce moment-là que l'eau liquide va devenir enfin un nuage, ou en fait que l'eau va devenir solide sous forme de cristaux de glace. Une autre aussi façon d'apporter de la vapeur d'eau dans l'air, c'est à cause de la transpiration. Donc, j'ai dit tantôt que les êtres humains font partie, en fait les êtres vivants, font partie de l'hydrosphère parce qu'on est composé d'eau et on transpire, littéralement. Il y a de l'eau qui sort de notre peau, il y a de l'eau qui sort quand on parle et on contribue d'une certaine façon à augmenter la quantité d'eau dans l'air. Même chose pour les plantes. Donc, la transpiration, je vais pas souligner, là, mais la transpiration des animaux et des plantes s'évapore dans l'atmosphère et va aussi venir se condenser pour former des nuages. Par la suite, ces nuages-là, ils vont se déplacer et à un certain moment, ils vont venir précipiter. Donc, précipiter, ça veut dire c'est l'eau liquide ou solide qui retombe sur Terre, soit sous forme de pluie liquide ou de glace et de neige sous forme solide. Par la suite, cette eau-là, elle a deux choix. Elle va venir se promener sur la Terre, c'est-à-dire elle va venir ruisseler, c'est-à-dire elle va se déplacer dans les cours d'eau, dans les rivières, dans les lacs, les fleuves et va éventuellement venir rejoindre l'océan après un certain moment. Une autre choix que l'eau elle a, en fait l'autre option qu'elle a, parce qu'elle ne décide pas vraiment, on s'entend, c'est qu'elle va rentrer dans la Terre, elle va infiltrer la Terre et elle va venir se déplacer dans la Terre. Et en fait, c'est comme ça qu'on va voir la création de nappes phréatiques. Donc, on va avoir des bassins d'eau sous la Terre qui vont continuer de se promener et qui éventuellement vont venir rejoindre un cours d'eau et retourner à l'océan éventuellement. Donc, c'est un cycle, ça n'arrête pas, c'est toujours en mouvement et c'est en grande partie grâce au soleil qui fournit l'énergie pour que ce mouvement-là puisse se faire. Si vous descendez en bas ici, vous pouvez voir un schéma un peu plus petit pour expliquer c'est quoi le cycle de l'eau sans tous les dessins. Encore là, c'est la même chose. Donc, on a de l'eau qui s'évapore, soit en évaporation ou en transpiration, qui vient se condenser pour faire des nuages, qui précipite. Et là, soit l'eau va ruisseler ou soit l'eau va s'infiltrer, va retourner dans un cours d'eau qui, lui, va s'évaporer à nouveau. Et comme je disais tantôt, ça tourne comme ça. Alors,
C'est tout pour l'hydrosphère et le cycle de l'eau. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir!